Salut! Vous écoutez Les Sex Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, on reçoit une invitée et on est très excités de vous la présenter. Bonjour India! Allô! Pour te présenter rapidement, nous, en tant que femmes dans la trentaine, on t'a connu lorsque tu rédigeais dans les magazines Cool, Clin d'œil. La génération un peu plus jeune, t'as peut-être mieux connu avec ton chapeau d'autrice avec les romans Le Journal d'Aurélie Laflamme. Pour commencer, on voudrait que tu te présentes pour les personnes peut-être qui te connaissent un peu moins. Ben, comme tu dis, j'ai commencé ma carrière comme journaliste dans les magazines, comme entre autres le magazine Cool. Ensuite, j'ai écrit la série Le Journal d'Aurélie Laflamme. Et maintenant, ben, je consacre ma vie à l'écriture de romans, de BD, de scénarios. Donc, voilà. Et à mon chien, à promener mon chien. Absolument. T'as un film qui va sortir bientôt. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations là-dessus? Oui, ça s'appelle 23 décembre. C'est une comédie romantique de Noël. Ça fait 10 ans que je l'écris. Ça va sortir le 25 novembre 2022. On est en pré-prod présentement en date de la mi-janvier. On tourne bientôt. Fait que là, je fais des petits ajustements au scénario, mais c'est ça. Moi, je suis une fan de comédie romantique de Noël, mais pour faire le lien avec mon livre Mr. Big, dont on va sûrement parler, je trouve que dans les films de Noël, c'est souvent les garçons qui vivent des aventures. Tu sais, si tu regardes, mettons, Home Alone, c'est un petit garçon. Si tu regardes Elf, c'est un gars. Family Man, que j'adore comme film, là, mais tu sais, c'est Nicolas Cage, c'est lui qui vit l'aventure. Chevy Chase dans Christmas Vacation. Bon, t'as The Holiday qui vient briser un peu ça, mais tu sais, il y en a un. Puis je l'adore. Puis sinon, ben, si tu veux voir des filles vivre des affaires, tu peux peut-être vers les Hallmark. Puis là, ben, c'est souvent une fille qui doit renoncer à sa carrière pour découvrir le plaisir d'être dans un village et faire des biscuits pour les enfants d'un God. Tellement! C'est tellement ça, hein? Aïe, aïe. C'est redondant. J'avais envie de faire un film de Noël avec des personnages féminins forts qui avaient à renoncer à rien. Donc, sauf le Noël parfait. J'ai fait ça m'a pris 10 ans à l'écrire, ça a été beaucoup de travail, j'ai pas nécessairement... Tu sais, moi, là, s'enfermer dans un chalet 4 mois puis écrire un film, ça m'arrivera jamais, là. C'est une forme d'écriture qui est assez difficile. Donc, mais je le voulais, mon film de Noël. Je le voulais tellement. Si vous saviez comment. C'était comme plus qu'une écriture, c'était une cause. J'avais envie d'un film de Noël, que ce soit une comédie romantique, puis réparer des choses. Tu sais, moi, souvent, quand j'écris, je répare des choses. Avec Aurélie, j'ai voulu réparer ce qu'on m'a envoyé comme petite fille. Quand je l'ai écrit, c'était en 2006. Probablement qu'aujourd'hui, en 2022, tu sais, il y a des choses qui étaient pas assez avancées, puis qu'il y a des gens qui vont réparer des choses d'Aurélie. Puis tout ça, tu sais, la vie, ça roule, puis c'est un cycle. Mais, tu sais, moi, en 2006, j'avais envie de réparer des choses qu'on m'avait envoyées. Puis là, ben, c'est la même chose pour les comédies romantiques. J'ai envie de réparer Love Actually, tu sais. Ouais, c'est ça. Love Actually, là, tu sais, ça a coûté 45 millions, puis nous autres, notre film, c'est 4 millions. Fait que, tu sais, on s'entend, on n'est pas à la même place. Sauf que une histoire d'amour qui commence sur un MeToo, que la fille, elle se fait mettre à la porte puis qu'elle doit s'excuser 2 fois. Ouais, moi, non, j'ai un malaise quand j'écoute ça marche plus. Des cartons que tout le monde trouve si romantiques, mon Dieu! Ah, c'est tellement la pire scène. Non, c'est ça. Mais je pense qu'on est tous prêts pour autre chose. Puis tu fais bien. Ça me réjouit intérieurement en tant que femme et en tant que femme féministe surtout là, de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à faire des films autres pour Noël. Ton livre d'ailleurs, Mr. Big ou la glorification des amours toxiques dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu ça que tu as voulu faire. Ben moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires dans cet ordre-là que comme les gens ont vraiment accueilli ce livre-là comme une espèce de révélation ou une espèce de finalement quelqu'un qui met les mots sur quelque chose, tu sais que oui, mais c'est important de nommer ces choses-là parce que nous, justement, comme femmes dans la trentaine ou comme les personnes de notre auditoire, on a peut-être écouté Sex and the City, on a peut-être été en amour justement avec Mr. Big. Puis nous autres, tu sais, une de nos premières questions pour toi, ça serait peut-être pourquoi cette série-là
pourquoi t'intéresser à ce sujet-là? J'ai l'impression on a déjà commencé à répondre à cette question-là avec ton film, mais tu sais, j'aimerais ça que tu nous en dises plus là-dessus. Moi, cette réflexion-là, je l'ai peut-être tout le temps eue, mais comme tu dis, là, tu sais, c'était des impressions, là. Fait on dirait que quand j'ai écrit mon premier roman, bon, c'était un roman pour adultes, fait qu'on dirait que je me questionnais pas, fait que j'ai fait les codes. Tu sais, j'ai suivi un peu le modèle de comédie romantique qu'on suit tout le temps, là, tu sais. Mais rendue à Aurélie, j'étais pas capable. C'était comme si j'étais pas capable de donner ça aux jeunes, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir à moi, ce que j'avais reçu comme personnage féminin, comme image. Mettons, tu vas regarder là, dans un film pour ados, certains films, là, parce qu'il y en a des très bons, là, tu sais, dans les années 2000, comme Easy A, que, tu sais, ça casse plein de codes. Mais, tu sais, moi, dans mon époque, ben, c'était beaucoup, là, la fille qui devait avoir le gars populaire, tu sais, elle avait pas de personnalité propre. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui, parce que je regardais un film, je me souviens plus du nom, puis il y avait plein de monde qui me disait « Ah, ce film-là, c'était un film américain, ça ressemble à Aurélie. » Puis là, je regarde, puis la fille, t'apprends pas à la connaître tout le long, puis tout ce qu'elle veut, c'est un chum. Puis j'étais là, mais comment ils peuvent comparer ça à Aurélie alors qu'Aurélie, elle veut 1001 affaires, puis que le chum en fait partie, mais elle veut surtout trouver sa place, puis on apprend à la connaître avec ses enjeux, puis tout ça. Donc, tu sais, des fois, c'est qu'on réalise même pas que les personnages féminins, soit qui ont d'autres intérêts, soit qui ont juste des intérêts amoureux. Puis donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans ma tête en réflexion, mais en sourdine. Quand je regarde des films, quand j'ai regardé Sex and the City, on dirait que la fin m'avait laissé un goût un peu amer, mais en même temps, j'avais accepté. Mais quand les films ont sorti, ça a comme, on dirait que ça a cogné les clous. Mais bref, ça fait plusieurs années que j'avais ça dans ma tête, comme réflexion, sans nécessairement être capable de mettre des mots, puis c'était plus un ressenti. Puis je pense que quand j'ai voulu écrire mon essai Mr. Big ou la glorification des amours toxiques, je me suis questionnée, bon, mon ressenti, là, ma question de départ, ma quête de départ, c'est est-ce que les modèles amoureux qu'on nous présente, premièrement, sont sains? Puis deuxièmement, est-ce que ça peut avoir une influence sur notre perception de l'amour? Puis ça, c'était le début de ma quête. Puis moi, comme essai, ce que je voulais faire, moi, je tripe sur des podcasts un peu d'enquête. J'ai comme voulu l'écrire comme si je faisais ma recherche en même temps que les gens. Je voulais pas arriver et écrire un essai en disant « Voici tout ce que je sais », qui peut être super bon aussi comme approche, mais moi, je voulais qu'on me voie avoir ma quête, tu sais. Donc, j'ai fait mes recherches. Peut-être que c'est mon côté un peu storytelling, tu sais, dans le sens que je voulais raconter une histoire de mon propre cheminement à travers cette réflexion-là. Pourquoi j'ai choisi Sex and the City, comme tu le demandais, c'est que je voulais, tu sais, j'aurais pu analyser plein d'affaires. Puis ça, il y en a qui disent, mettons, quand ils critiquent mon essai, ils disent qu'ils auraient aimé ça. Mais moi, je voulais que ce soit très simple. Je voulais que quelqu'un là, qui n'a pas de diplôme universitaire comme vous, là, je voulais qu'il puisse suivre ma quête, qu'il puisse suivre un exemple. Puis je voulais que mon exemple soit tellement clair et précis que tu puisses, après ça, le transposer par toi-même à plusieurs exemples. Puis là, ce que je savais pas, c'est que Sex and the City, il allait sortir une nouvelle saison. Mais moi, je me disais, pour pas fâcher les gens, parce que quand tu t'attaques à des œuvres que les gens aiment, je vais aller chercher une vieille affaire que moi, j'ai aimée, avec qui moi, j'ai une relation très proche, parce que j'adore ça, Sex and the City. Puis je vais analyser ça, puis je vais me mettre, moi, en danger dans mon amour de cette série-là. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que je trouvais que c'était un exemple vraiment clair, frappant, que moi, j'aimais, que j'avais une réelle relation avec ça. Parce que, tu sais, les séries télé, là, on a des relations avec ça. C'est un membre de notre famille. C'est vrai. J'ai un ami, là, Dexter, pour nous, c'est comme une relation. On était célibataires, à chaque fois qu'il y avait un nouveau Dexter, on s'écrivait « qui est comme un peu la toune, là, tu sais. Puis à chaque fois que Dexter finissait, on était comme « Oh, c'est une peine d'amour, c'est une peine d'amour. » On a ces relations-là avec les séries télé. Fait que je voulais prendre une série que moi, j'aimais pour dire « Regardez, moi, je me suis mis en danger, là, dans mon amour de cette série-là. » Puis ce que je trouve le fun, depuis que mon essai est sorti, c'est que les gens, ils font ce que je pense, là, c'est-à-dire ils font « Ah, ça m'a fait découvrir des affaires sur Gilmore Girls que je regarde différemment. » Ce que je pensais faire avec des exemples très, très précis,
finalement, ça a exactement l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on puisse transposer mes exemples à d'autres séries ou films. Oui, puis aussi, j'ajouterais, tu sais, carrément la façon que tu critiques la série, mais aussi en disant, ben je l'aime la série, mais je vois c'est quoi qui est problématique avec. Ça nous aide aussi à se dire, ben je peux aimer, mettons, Pretty Little Liars ou Grey's Anatomy, mais je peux comprendre, par exemple, qu'il y a certaines choses qui ont peut-être influencé ma vie, il y a certaines choses que je devrais être plus alerte. J'ai trouvé ça vraiment le fun de le lire, puis un petit peu pour justement mieux comprendre pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire Big et Aiden? C'est vraiment là, parce que tout au long de ton essai, dans le fond, c'est ton exemple pour un peu décrire la glorification des amours toxiques. Fait que c'est ça, là, comment tu les perçois, puis vas-y. Bon. Alors, Big, je te dirais que c'est l'archétype de l'intérêt romantique qu'on présente souvent dans les comédies romantiques, c'est-à-dire un homme qui est plus dominant, qui va être vraiment la personne importante quasiment dans l'histoire parce que il devient presque plus important que le personnage féminin qui est le personnage principal parce que c'est lui qui décide de l'horaire, c'est lui qui décide de la relation, c'est lui qui décide des règles de la relation, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il se parle des règles de la relation qu'elle était pas au courant que c'était des règles ou pas des règles. Là où, en tout cas, on parlera de c'est quoi une relation toxique après, mais là, pour le personnage, ben c'est ça. C'est l'archétype un peu du prince charmant. Donc, Big, ça serait peut-être une nouvelle Mr. Big. C'est une autre façon de dire prince charmant. Mais donc, c'est quelqu'un qui, au départ, nous est présenté comme ayant un statut social plus haut que la femme et que la femme, qui est le personnage principal, doit atteindre ce statut-là. Puis ça peut se décliner en plusieurs personnages parce que le statut social, ça peut être dans un film pour ados, dans une école. Le statut social, ça peut être d'être le sportif, capitaine de l'équipe de football. Ça peut être le gars qui est le boss de la gang des délinquants, comme dans Grease. Tu sais, bon, le statut social, dépendamment dans quelle micro-société t'es, ben ça peut se décliner. Donc, c'est l'archétype du prince charmant. Après ça, souvent, dans une comédie romantique, quand t'écris, là, ça, je l'explique un peu là, dans mon chapitre 12, quand t'écris, il faut que tu mettes ce qu'on appelle une quête et des enjeux. La quête, c'est ce que ton personnage doit arriver à faire. Puis les enjeux, c'est qu'est-ce qui va y arriver à ce personnage-là si elle y arrive pas. Donc, mettons, dans un film de pirates, il faut que les pirates trouvent le trésor. Qu'est-ce qui va arriver s'ils trouvent pas le trésor? Ils peuvent perdre leur statut de pirate important. Fait que là, c'est un gros enjeu, ça. Mais qu'est-ce qui arrive à un personnage féminin si la quête, si elle trouve pas l'amour? Il faut qu'il trouve un enjeu à ça. Fait que c'est ça qui est souvent un peu tricky parce que là, l'enjeu, c'est quoi? Si elle trouve pas l'amour, elle sera pas heureuse, elle sera pas... Bon. Souvent, pour mettre un enjeu, ils vont mettre un autre personnage qui, lui, est le gars plate. Le gars plate, c'est le gars ordinaire, dans le fond, qui est pas un prince charmant. Qui, avec lui, t'auras pas une vie flamboyante, là, parce que lui, il aime ça manger du PFK sur le divan en bobette. T'es comme, oh mon Dieu, si j'avais été avec Mr. Big, j'aurais été dans des grandes soirées. Mais là, t'apprends dans le film numéro 2 que finalement, lui, ce qu'il aime, Mr. Big, c'est pas d'aller dans une belle soirée de Carrie, c'est de manger des chips devant la TV comme Aiden. C'est ça, exact. Fait que Aiden représente souvent celui que finalement, on va moins avoir le cœur qui bat, c'est plus un meilleur ami, c'est plus quelqu'un qui est toujours là. Puis ça nous est présenté comme un défaut. Tu sais, quelqu'un de présent, à l'écoute, avec qui tu as une belle complicité. Ben ça nous est présenté comme plate. Pourquoi? Il me semble que ça devrait être ça qui est excitant, mais ce qu'on nous présente comme excitant, c'est le gars qui te rappelle pas, parce que là, ça te met, mais voyons, qu'est-ce que tu me rappeler, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, alors que l'autre, il te rappelle, oh mon maudit plate qui me rappelle, tu sais. Ben, c'est ça. Comment t'en parles dans ton livre, tu dis, tu sais, même les producteurs, ils l'ont mis en beige, il est beige, là, tu sais, sa personnalité est beige, il est habillé en beige, tu sais, inconsciemment, on est comme influencé qu'il est plate, tu sais, même il travaille le bois, tu sais, c'est un gars de chalet, genre... un gars de chalet, tu sais, moi, là,
J'adore ça, aller dans des chalets, là. Avoue, c'est ça. Chalet, c'est un atout! Oh, ouais. Faut l'ajouter à notre liste. Oui, c'est ça. Non, mais Fait c'est vrai, tu sais, de la façon que tu l'as expliqué aussi, là, je fais le lien, quand tu parles d'enjeu, puis le fait que dans l'histoire, c'est ça qui fait en sorte que l'histoire est intéressante, ben avec Aiden, il n'y en a pas d'enjeu parce que justement, il y a une belle communication, il te rappelle quand il faut qu'il te rappelle, tu sais, il est capable de il s'occuper l'oblige de lui. pas, elle ça. dit « Ah, moi, je suis pas à l'aise au chalet. » Ben, parfait, pas obligé de venir. Tu sais, c'est tout. Là, elle le trompe avec son ex, puis après ça, lui, il pardonne ça, parce que, tu sais, il y a une masculinité saine. Exact. Puis finalement, les gens disent « Ah, il est mou. » Tu sais, franchement, il la laisse faire tout ce qu'elle veut. C'est quoi que vous voulez qu'il l'attache? Tu sais, comme elle s'attend, finalement, sa vision des relations est moderne. Mm-hmm. Exact. Puis je suis contente que tu nommes la masculinité parce que s'il y a bien un archétype par rapport à Mr. Big, c'est une bonne vieille masculinité toxique, là. Genre, on va embarquer plus tard, comme tu as dit, avec la violence psychologique puis tout ce qui implique aussi dans la masculinité toxique. Mais s'il y a bien quelque chose que Big représente, c'est une virilité, un espèce de gars qui est comme contrôlant. C'est plusieurs choses que tu nommes en le décrivant dans ton livre. Qui est pas disponible émotionnellement aussi. C'est ça, pas disponible, mais bien trop important. Ça, exact, oui, il est au-dessus de ça, lui. Ouais, tandis que Aiden est comme une belle, tu sais, il est là, il est présent, il est à l'écoute. Il croit à comme l'indépendance de Carrie aussi. Il croit que c'est une personne à part entière qui a des choix et des intérêts qui peut-être ne ressemblent pas aux siens, tu sais, puis il reconnaît ça, puis elle a le droit. Ouais. Il la trouve cute. Ils ont une belle discussion quand il y a un espace de dialogue. Puis moi, c'est ça que je trouve qu'il y a dans leur couple. Cela dit, là, on nous place ça comme un dilemme qui, selon moi, est un faux dilemme. Fait que t'as le gars flamboyant, puis le gars gentil / plate. Puis là, c'est seulement les deux choix. T'as le droit de pas aimer le gentil qui se présente sur ta route. T'as le droit d'avoir un cheminement à faire par rapport à un Mr. Big que, hey, on a tellement d'affaires à déconstruire, là, pour pas être attiré par les Mr. Big, là. Fait que c'est sûr que c'est des années de construction sociale qui nous amènent à être attirés vers ce genre de gars-là. Fait qu'on a beaucoup de choses à déconstruire. Ça se peut qu'on soit attiré par le Mr. Big, mais après ça, tu sais, quand il y a des comportements, juste d'apprendre à les voir, tu sais, ça peut nous aider dans notre déconstruction. Puis après ça, ben, tu peux tomber sur plein de gentils avant de tomber sur un gentil que finalement t'aimes. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on apprenne à voir les gentils, pas comme le gars beige. Moi, je suis tellement tannée de cette expression-là. Le gars beige, souvent que ça représente une masculinité saine. Puis en ce moment, je suis en train de réécouter les How I Met Your Mother. Ouais, OK. Ah, mon Dieu. Comme c'est dur à réécouter. Bon, écoute, il y a tout là-dedans. Il y a de la misogynie, même les filles sont misogynes, tu sais, envers elles-mêmes. Il y a le Boys Club, il y a la Schtroumpfette, il y a tout, là, tu sais. Okay. Bon. Puis t'as Marshall, OK, qui a une masculinité saine. OK? Ah, oui! Ça, je le remarque vraiment, là, tu sais. Puis lui, il est là, j'adore ça, les drinks. Puis là, tout le monde dit, franchement, des drinks de filles. Puis mon chum, il me regarde et il dit « Hey, moi, là, ça m'est arrivé. J'ai déjà commandé un drink comme ça, puis j'ai fait rire de moi par tous les gens à mon bureau, filles comme gars, on me disait que je commandais des drinks de filles. » Puis ce personnage-là... Cave! Puis j'étais là, moi, c'est pour ça que je t'aime. Puis Marshall, il se fait tout le temps ridiculiser dans ce qu'il est comme homme, qui est une masculinité saine. Puis il parle, mettons, de sa blonde, tu sais, qui aime depuis 10 ans. Là, les deux autres gars font t'aimes ta blonde depuis 10 ans, t'es pas comme un vrai gars qui a plein de baisses, c'est ça. Puis là, lui, il s'en va leur dire, hey, check, moi, là, ça fait 10 ans que je sors avec cette fille-là, là, ben, j'ai eu 1000 baises, tu sais, fait que je vous Exact. C'est des relations bizarres avec les séries, hein, parce que tu sais, je regardais ça puis je me dis, c'est fou parce qu'il y a plein d'affaires problématiques dans How I Met Your Mother. Mon chum et moi, on regarde ça, là, puis on a deux côtés en nous. On a on dirait que les auteurs détestent les femmes. On dirait que c'est le discours de deux incels qui écrivent finalement leur série fantasme. Et d'un autre côté, on est full attaché au personnage, tu sais, puis on se dit, voyons, c'est l'affaire qui nous détend, mais on le sait qu'il y a plein d'affaires pas correctes, mais ça nous détend, fait qu'on est tout en combat intérieur constamment, tu sais, mais on se dit, au moins, on se les nomme, les affaires, puis on fait, oh mon Dieu, hey, moi, là, souvent, là, je pèse sur pause, ça n'a pas de bon sens. Mon chum est comme, je le sais. C'est comme, mais
on continue. Ah oui, on écoute un autre. Ouais. Mais je trouve ça sain puis rafraîchissant d'être capable de nommer ça, mais on va y revenir à la fin de genre, ben, comment qu'on fait justement parce que c'est quand même un processus, puis toi, t'en parles de ton vécu à travers tes réalisations, mais genre, en plus, quand t'as des études là-dedans, genre, le nombre de fois que j'ai dû enlever mes lunettes féministes pour regarder une émission ou un film parce que c'était juste too much. Mais avant ça, moi, j'aimerais ça plonger. Tantôt, la question que tu posais, comme en rhétorique, là, genre, juste d'où ça vient, puis comment ça qu'on est arrivé à tellement d'années de construction sociale qui nous a mené à accepter ça, dans le fond. Dans ton livre, tu dis, je me questionne sur ce qui nous est envoyé culturellement comme image d'un prince charmant, ce qui semble être comme les bad boys qu'on, tu sais, pour ne pas dire d'autres... ça peut rentrer dans toute la même... Parce que dans le fond, bad boys, là, moi, ce que je pense, c'est juste, ça rentre un peu dans la même affaire. C'est juste un gars confiant. Tu sais, je pense que ce que les gens décrivent comme bad boys, là, ben, c'est le contraire de Marshall. C'est Marshall, là, dans une comédie romantique, tu sais, il serait le gars beige. Ted, qui est tellement con, tu sais, comme mon champion, mais comme on le déteste. À répétition, il est con. Mais comment on en arrive à les glorifier ou par exemple, avec Ted dans How I Met Your Mother, comment on arrive à s'attacher à ces gens-là? Comment qu'on fait? Parce que ça nous arrive, là. Tu sais, j'ai une mineure en études féministes, là, genre, dans mon bac. J'y arrive, là. Moi, Ted, je le trouvais trop cute, tu sais. Oh, il cherche l'amour, il est dessus. Puis là, dans le fond, oui, c'est ça, alors qu'il fait tout là, pour saboter, puis il est tellement... Je te dirais que il y a plusieurs affaires là, que je pourrais répondre, mais tout va au patriarcat. Parce que souvent, ça énerve les gens là, quand on parle du patriarcat. Fait qu'il faut plus le décrire que dire juste le mot. Mettons, là, si tu repars de très, très, très loin, là, tu sais, les femmes là, dans la société étaient considérées comme des enfants. Ils n'étaient pas considérées, avaient pas un vrai rôle dans la société. Là. Tu partais de chez tes parents pour être mariée. Souvent, les femmes étaient un échange commercial. Là, exact. On n'était pas des personnes à part entière. Là. Ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est un échange commercial pour de l'argent, pour une terre. Juste l'émission Séraphin, là, tu sais, Donalda est vendue pour payer les dettes de son père. Mais ça, c'est pas juste de la fiction, là, tu sais, ça existait pour de vrai. Donc, l'homme, qui était le seul à pouvoir rapporter de l'argent, était, dans le fond, la façon pour la femme de réussir socialement. Pour réussir socialement, il fallait que tu aies des atouts, puis c'est quoi que tu veux comme atout? Ben, t'es bien élevé, t'es jolie, tu sais, bon, des choses comme ça. T'es bonne en cuisine. C'est ça, tu chantes bien, t'es tranquille, tu dis pas trop un mot plus haut que l'autre, tu sais, bon, des choses comme ça. Et donc, ben, les histoires ont commencé à se bâtir un peu comme ça, mais si tu regardes, j'ai découvert que les contes de fées avaient été inventés au 17e siècle par des femmes qui n'en pouvaient plus d'être seulement des mères et des épouses et qui se sont construit une société pleine d'amour où elles auraient un statut égalitaire à l'homme. Mais c'était tout... Quand tu lis Cendrillon, la première version écrite par une femme, c'est illisible. C'est écrit en vieux français, tout ça. Mais tu sais, premièrement, elle n'est pas contre ses sœurs. Tu sais, elle essaye d'amener ses sœurs avec elle. C'est complètement différent, là. C'est l'important dans leur société, c'est l'amour. Fait que l'amour, l'amour amoureux, l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour de la nature, l'amour des animaux. Fait que eux autres, ils se disaient, ben, nous, dans la société, on est de la marde. Fait que finalement, on va se créer des histoires où on est importante, puis où ça se passe bien, puis où il y a plein d'amour. Fait que tu sais, c'est beau quand tu penses à ça. Puis les contes ont été repris par des hommes qui ont eu la reconnaissance de ces contes-là, qui sont Perrault, les frères Grimm, je pense. Ouais, c'est ça. Bon. Mais qu'ils ont transformé à leur façon, puis dans leurs histoires à eux. Leur vision, c'était qu'une femme, fallait qu'elle désire un homme pour monter dans la société, puis c'était un peu vrai. Parce que c'était ça qu'il fallait faire. Je pense que ça s'est toujours perpétué d'histoire en histoire, mais c'est aussi un reflet de la société. Là, c'est l'œuf ou la poule. Parce que il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais les femmes, ils trippent sur ce genre de gars-là. » Oui, mais il y a toute une construction sociale qui vient avec ça. Fait qu'en même temps, oui, les filles triplent là-dessus, fait qu'on leur donne ça en histoire. Oui, mais les histoires sont parties parce que c'est même la société. Il y a tout un nœud à défaire là-dedans. Là.
Bon, fait que ça, c'est l'explication, mettons, sociale. Tu sais, dans mon livre, je parle, moi, à 16 ans, là, j'ai presque eu mon petit éveil féministe dans le sens que quand je raconte que j'étais dans la voiture avec la sœur qui m'a fait une confidence, tu sais, moi, j'allais dans une école de filles qui était tenue par des sœurs et elle m'a confié parce que moi, j'ai dit, ah, pourquoi vous êtes devenue une sœur? Et elle m'a confié qu'elle avait eu le cœur brisé. Ça lui avait fait tellement mal qu'elle s'était dit, je vais-tu sacrifier mes rêves puis ma vie pour me marier avec quelqu'un qui va peut-être me briser le cœur? Fait qu'elle, elle voulait continuer ses études, elle trippait sur les sciences. Puis sa seule façon de pouvoir continuer ses études, parce qu'avant, dans notre société québécoise à nous, là, si tu te mariais puis tu avais des enfants, tu ne pouvais plus travailler après. C'est ça un peu l'histoire de Émilie Bordelot. Donc, tu ne pouvais plus travailler. Elle m'a dit, je suis devenue une sœur parce que c'était ma seule possibilité d'avoir une carrière. Donc, les femmes devaient toujours renoncer à quelque chose. Tu sais, soit la carrière ou soit l'amour. Exact. Bon, on peut dire que la réalité, finalement, influence la fiction. Puis après ça, bon, est-ce que la fiction influence la réalité? Parce que, tu sais, tu me disais, qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à ce gars-là? Je pense qu'il y a beaucoup de bagages qui viennent avec ça. Ouais. Mais il y a aussi comment ça nous est toujours présenté. Tu sais, dans un film, là, mettons, souvent, ça va nous être présenté par quelqu'un, un gars qui s'intéresse pas vraiment à la fille, fait qu'il fait des petites insultes, tout le temps lancé un peu en tant que blague. Ouais. Même dans mon film, j'avais remarqué que moi-même, j'avais fait ça. Le gars, il insultait un peu la fille, un peu en blague. Puis tu sais, c'est ce qu'on appelle du negging. Ouais. Donc, c'est comme un feedback négatif. Donc, c'est comme faire des petites insultes légères pour diminuer momentanément l'estime de soi de la personne pour mieux séduire après pour qu'elle se sente plus valorisée quand il va être en mode compliment. J'ai relu mon scénario puis je me suis rendu compte, crime, je fais ça moi aussi. Pourquoi? Pour rajouter un enjeu pour le public, pour que le public se doute pas que dans le fond, il tripe sur lui. Mais je suis comme, le public, il s'en doute. Tu sais, comme, je suis pas obligée d'insulter une fille pour rajouter du suspense. Ils vont finir ensemble. On le sait dès le début qu'ils vont finir ensemble. Ben oui, c'est une rom-com de Noël. J'étais comme, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Tu sais, au contraire. Fait que j'ai changé. Il dit des compliments. Va lui dire des compliments. Ben oui. Tu sais, pourquoi pas? Puis dans la vraie vie, moi, j'ai remarqué que justement, quand un gars me lance des petites insultes de façon un peu légère, puis bien tournée, là, intelligente, ben moi, ça m'est souvent arrivé d'être un peu charmée par ça. De pas remarquer que finalement, tu sais, ça m'insultait, alors que maintenant, je le remarque tellement, j'ai plus ma carapace, que ça me fait mal. Mais avant, j'avais ma carapace, ça me faisait pas mal. Tu sais, justement, je rentrais plus dans un monde de séduction. Fait que ça aussi, c'est des choses à remarquer. Puis tu sais, tu dis, bon, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à eux? Ben, c'est le bagage, c'est toutes ces affaires-là qu'on voit. C'est, tu sais, mettons, dans un film, là, tu vois des personnages qui se laissent, 3 mois plus tard, ils reprennent. Ben, peut-être que tu vas te dire que dans la vie, si ça t'arrive, c'est beau. Alors que, quelle relation se termine pendant 3 mois, puis revient, puis que ça se passe super bien et mieux, et machin. Ouais. Sans communication, sans rien. Ouais, sans travail, sans régler rien. Quand j'ai rencontré mon copain, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais brisée par des anciennes relations, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, toi puis moi, on n'est pas en même place, toi, tu es une personne peu, puis tout ça. Puis moi, là, je me sentais, là, comme... Il m'a dit, ben, laisse-moi pas, parce que si tu me laisses, je vais changer, puis je serai plus ce que je suis. Mais ce que tu as à régler, on peut essayer de vivre ça ensemble. Ouais. Puis il m'a laissé être. Puis moi, depuis ce temps-là, là, je le trouve tellement beau, puis je me dis, tu sais, sur les sites Internet, là, quand les gens exigent que tu aies terminé puis que tu aies travaillé sur ton affaire. Hey, on est tous des êtres humains, là. On a toutes des affaires à régler. Ben oui. Ça se peut qu'une nouvelle relation fasse que ça nous fasse découvrir des choses sur nous puis que ça nous fasse avancer. Oui, moi, le petit bout de chemin qui me restait à faire, je l'ai fait main dans la main avec mon chum. Puis maintenant, tu sais, on est dans une relation douce alors qu'au début, j'étais toute... Parce que quand tu vis, là, des relations toxiques, dans tes prochaines relations, tout ton rapport à l'amour est bousillé.
Fait que c'est sûr que tu peux pas régler ça tout le temps tout seul chez vous, puis arriver toute fresh dans une nouvelle relation, puis dire « Bon, je suis guérie de mes anciennes relations, je vais être toute correcte. » Ça marche pas de même. Ben non, c'est sûr que non, parce que quand tu rentres en relation avec quelqu'un, c'est les mêmes patterns. C'est les mêmes, ben non seulement c'est les mêmes patterns, où t'as l'impression que t'as changé, mais finalement c'est la même merde qui revient. Puis en plus de ça, chaque fois que tu rentres en relation, même si c'est amoureux ou pas, là, genre une relation de travail, relation amicale, peu importe, ça le dit de soi-même, le mot, c'est relation. Tu rentres en relation avec quelqu'un, c'est sûr que tu vas négocier des trucs relationnels. Fait que genre, d'avoir sortir tes enjeux relationnels, peu importe. Ton passé, ton bagage, t'arrives avec ça. Ça arrive avec 10 ans, 15 ans d'avoir été des séries télé comme Mr. Big, pis comme des trucs de prince charmant qui glorifient donc la merde que ces gars-là nous donnent. Puis là, c'est comme, je trouve ça trop cute, il flirte avec moi. Ça veut dire qu'il est intéressé. Ouais, peut-être pas, finalement. Si, il m'a fait un petit compliment de « Oh, oui, il doit être intéressé. » Compliment, exact. Exact. Mais justement, vu qu'on en parle là, de ce genre de comportement-là, le negging, puis tout ça, j'aimerais ça qu'on plonge vraiment dans le sujet des amours toxiques, les relations toxiques, puis même jusqu'à la violence conjugale. Dans le fond, depuis tantôt, c'est de ça qu'on parle. Il y a une certaine banalisation de la violence amoureuse dans la fiction. C'est pas juste l'archétype du bad boy, mais vraiment les comportements violents. Dans le fond, tu voulais qu'on définisse un petit peu c'est quoi une relation toxique. Oui, c'est ça. Comment ça peut être banalisé dans la fiction. Exactement. J'ai bien compris. Bon, une relation toxique, ça peut ou ne pas être de la violence psychologique. Moi, je pense que c'est un autre mot pour la violence psychologique. Je pense qu'en intervention, il y a une intervenante qui m'avait déjà dit ça, que relation toxique, c'est une autre façon de dire une relation de violence. Tu sais, il y a 5 formes de violence, là, conjugale, qui est verbale, psychologique, sexuelle, économique puis physique. Souvent, quand on parle de violence conjugale, on va parler de violence physique. Mais il y a plusieurs autres formes de violence. Puis, tu sais, je pense qu'on s'éduque tout le monde, la société, là, je pense qu'on s'éduque tout le monde en même temps. Ouais. Il y a des comportements qu'on savait pas que c'était des agressions. Je pense qu'on l'a tout appris en même temps, homme comme femme. J'ai de l'indulgence. Tu sais, je pense pas que les femmes, on était les seules dans l'ignorance là-dedans, là. J'ai une tendance à vouloir dialoguer en premier pour ces affaires-là, puis je comprends que des fois c'est pas possible, puis je comprends qu'il y a des affaires aussi, tu sais, qui créent des plus grands traumatismes, puis chaque personne a son cheminement à faire personnel là-dedans. Cela dit, avant le MeToo, maintenant si tu regardes les films, la violence sexuelle était très banalisée. Puis il y a eu un changement à partir du MeToo. Fait que quand je regarde des films comme, mettons, The Wedding Singer, que je sais pas si vous connaissez, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là, mais... Ben, il y a énormément d'agressions sexuelles ou de micro-agressions, si on veut dire, comme Drew Barrymore, elle se fait pogner les fesses, elle se fait regarder les seins, elle se fait commenter, faire des petits commentaires, tout ça. Ça fait spécial à regarder. Aujourd'hui, moi, j'aime quand même le film, mais c'est sûr que tu dis, OK, c'est pré-MeToo. Tu sais, fait que tu peux te le dire dans ta tête, tu sais, on s'est tous éduqués socialement. On sait maintenant, on est capable de nommer que ça, c'est un comportement qui est inacceptable envers les femmes. Puis c'est tellement positif d'avoir avancé là dans la société. Puis ce que ce mouvement-là a amené, autant justement dans les fictions que dans des règlements qui sont arrivés dans certaines compagnies, tout ça. Tu sais, c'est parce qu'on parle de violence conjugale, puis souvent on associe la violence conjugale juste à la violence physique. Je voulais juste dire, on s'éduque tous en même temps sur les autres formes de violence, tu sais. Puis c'est ça que je voulais dire. Tu sais, souvent, là, quand tu vas parler de la violence conjugale, là, les gens vont dire, oui, mais les femmes! Oui, les femmes aussi peuvent être violentes. C'est juste qu'en ce moment, la statistique, c'est qu'il y a 80% de victimes qui sont des femmes. Donc, une relation toxique, c'est une relation où une des deux personnes essaie d'avoir un contrôle, un pouvoir sur la relation et l'autre personne doit s'y soumettre. Puis, la personne qui est la victime, si on veut, renonce toujours à une partie d'elle-même. Donc, renonce toujours à quelque chose. C'est important, ça, je pense. Renoncer à soi-même, là, c'est un bon signe. Renoncer à soi-même, oui, à des valeurs, à des intérêts, renonce toujours à une petite partie parce que ce qui a créé le conflit au départ, c'était peut-être une demande, c'était peut-être une critique. Là, elle doit renoncer à quelque chose et donc arriver dans la relation encore un peu plus bas. Mais ce qui est bizarre,
c'est qu'il se crée tellement une espèce de relation intense, puis vu que la personne revient tout le temps, là, la personne qui est victime se sent comme la personne la plus importante du monde, parce que se sent que peu importe les conflits, peu importe les difficultés, l'autre personne revient tout le temps. Donc, ça place leur amour dans une espèce de c'est plus fort que tout parce que peu importe nos difficultés, ben on va toujours revenir ensemble. Peu importe si on fréquente d'autres mondes, mais après ça, on revient à nous parce que dans le fond, on est les plus importants un pour l'autre. Puis ça, là, ça crée une grande illusion, pas juste pour la victime, hein, mais pour l'autre personne aussi, parce que ça crée une illusion d'une importance capitale. Alors que dans une relation saine, il y a des conflits. Les conflits n'amènent pas à la rupture. Les conflits sont sains avec du respect. Genre, puis il peut avoir un manque de respect dans le conflit, mais après ça, dans la résolution, il y a du respect. Il n'y a pas de rupture. C'est sécuritaire, là. Tu sais que si t'as un conflit, il n'y aura pas de, tu sais, si mon chum, il me dit, tu laisses tout le temps traîner ton linge sur la laveuse, je m'excuse, c'est vrai. T'as raison, je vais essayer de m'améliorer, tu sais. Bon, ça arrive. Après ça, si je respecte pas le règlement de pas laisser traîner mon linge, je vais pas avoir l'impression que mon chum, il va me laisser ou qu'il va tout le temps me faire des commentaires ou que, tu sais, qu'il va me le reprocher puis que là, je vais me sentir coupable. Dans la violence, il y a beaucoup de culpabilisation, de manipulation, de sentiment que tu es en danger. Le sentiment de danger, le sentiment que tu es en danger, ben souvent, ça devient un peu matière à l'adrénaline, tu sais. Fait que c'est à ça un peu, le sentiment de danger, ben c'est à ça que les gens deviennent un peu accros. Écoute, je vous fais vraiment un spécial parce que je l'ai jamais décrit comme ça, parce que d'habitude, je le résume vraiment en une phrase, mais je sais pas, je me laisse aller avec vous à aller encore plus dans le cœur du sujet, d'un mélange de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu, puis de ce que j'ai lu. Mais ça fait vraiment du sens parce que quand tu l'as expliqué que ça monte une espèce d'édifice incroyable comme la relation amoureuse va love conquers all, ben ça c'est sûr que si tu vois ta relation amoureuse dans ce sens-là, c'est sûr que tu vas juste banaliser toutes les violences. C'est comme c'est pas grave que si j'oublie mon linge sur la laveuse, moi mon chum il va dire que je suis une moins que rien. Il va dire que genre je suis tellement conne parce qu'à chaque fois j'oublie. Tu sais, comme il y a une différence entre ça. Puis genre tu peux-tu juste, tu sais, c'est un besoin que l'appartement soit semi-propre. Fait que tu sais, ça serait le fun qu'on participe les deux de façon égalitaire. Ça c'est bien plus sain comme rétroaction que genre c'est parce que t'es stupide, hein, puis tu comprends rien. Fait que genre t'en souviens jamais. Une agression verbale comme ça, je vais l'oublier plus si en plus à la fin mon chum revient puis c'est comme regarde, c'est juste parce que je t'aime, parce que notre relation est tellement importante, puis genre c'est ça, c'est vraiment bien décrit, je trouve, c'est pas fou que ça mène éventuellement à la banalisation d'une violence dans ta relation amoureuse. Oui, puis tu sais, la violence psychologique, c'est plus sournois, tu sais, parce que c'est toutes les affaires de manipulation. Quand là, t'es confuse, puis moi, là, tu sais, Joanne Turgeon, qui est la psychologue que j'interviewe dans mon livre, qui est spécialisée en violence, elle m'a vraiment appris à voir ça. Quand tu te sens confuse dans ta tête, parce que quelqu'un te culpabilise. Ça, c'est intéressant parce qu'elle m'a dit de faire attention à deux affaires. Se sentir coupable puis se faire culpabiliser, c'est deux affaires. Pas parce que tu te sens coupable que tu es dans une relation de violence psychologique. Ça se peut que tu te sens coupable parce que tu te sens coupable, tu sais. Mais quelqu'un qui te culpabilise, c'est quelqu'un qui, avec des mots, va t'amener à te faire sentir coupable puis à te faire remettre en question. Remettre en question. Puis quand on change la réalité de quelqu'un aussi, tu sais, le gaslighting, tu sais, tu dis, tu sais, c'est bizarre, tu m'as pas rappelé, tu capotes tout le temps, nanana. Oui, c'est ça. Toi, j'en ai déjà eu un chum de même, là, tu sais, puis finalement, il me trompait, là. C'était correct que je te demande, tu sais, tu m'as pas rappelé, je comprends pas. Ben là, je travaille tout le temps, nanana, tu capotes tout le temps, j'ai-tu le droit de pas répondre à mon téléphone? Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est vrai, il travaille, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'y ai dit, tu sais, il travaille tout le temps, pauvre petit, puis là, moi, je suis allée douter de lui, tu sais, je suis donc ben poche, je suis donc ben une mauvaise personne. Puis là, après ça, t'oses plus dire pourquoi tu m'as pas rappelé.
Parce que là, tu t'es tellement senti coupable. C'est là que tu renonces à une partie de toi. Parce que tu renonces à ton instinct. Tu renonces à ton désir de savoir la vérité. Si, mettons, la fidélité, c'est important pour toi dans ton couple, ben, tu renonces à pouvoir poser la question, avoir cet espace-là d'obtenir la vérité. Parce que c'est tout le temps considéré comme trop demandé. Quand c'est très légitime, puis t'es pas folle de demander pourquoi ton chum n'est pas revenu, puis des trucs de même, là. Ouais. Ben non, c'est ça. Puis tu te fais passer dans le gaslighting, c'est que tu te sens folle, tu dis je suis folle, j'exagère, j'ai été trop émotive, nanana. Ça, c'est pour te remettre à ta place. Puis ta place, ben, c'est une place de cheerleader. Faut pas que tu parles, faut pas que tu sois de mauvaise humeur. Faut pas que tu poses trop de questions. Faut pas que tu aies des émotions comme X, Y, Z. Faut pas que tu aies des besoins X, Y, Z. T'as pas le droit de les nommer aussi. Il y a pas d'espace où on peut les négocier de façon saine dans la relation. Tout ça, ça va mettre en questionnement la relation au grand complet. Puis ça, c'est vraiment un signe. Puis là, t'es en danger. Ouais, c'est ça. Parce que si tu parles, t'es en danger de te faire abandonner. Fait que là, ils te le montrent rapidement. Souvent, là, ce genre de personnes-là, ils vont te le montrer rapidement. Que si tu parles trop, tu vas te faire abandonner. Fait qu'après ça, quand il va revenir, il va avoir obtenu que tu le gosseras plus avec ça. Tu sais? Jeanne Turgeon, elle m'a dit, bon, là, tu sais, moi, je me questionnais sur le love bombing. Tu sais, on apprend... Bon, le love bombing, là, c'est d'envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, puis là, après ça, tout te retirer d'un coup. Moi, je me questionnais beaucoup là-dessus. Mais elle dit, tu peux pas savoir que quelqu'un est en love bombing tant que la personne... Tu sais, ça se peut que tu t'empêches de développer des super beaux liens avec des gens qui sont juste de même, qui sont juste complimenteux, généreux, La violence, tu t'en rends compte lorsqu'il y a un élément violent. Donc, si quelqu'un est en love bombing, premièrement, là, on est assez intelligente. Tu sais, moi, là, ça m'est déjà arrivé, là, d'aller en date avec un gars, OK? Puis, je suis capable de dire que c'était du love bombing, OK? Parce que une date, OK? C'est ça. Premièrement, il me parlait de moi. On se connaissait pas. Il me posait pas de questions. Il me parlait de moi. « Oh, t'es tellement extraordinaire. Oh, t'es génial. Oh, si. Oh, ça, blablabla. » Là, on se fraîche puis il me dit qu'il m'aime. Oh my God. Voyons donc. C'est saisissant. Puis c'est parce que je voulais pas baiser. Lui, là, il est juste en mode, là, gars, je vais donner tout. Moi, là, je suis assez intelligente, là, même si je suis saoule, là, pour faire comme... Ce gars-là, même pas. Ben non. Ce gars-là, il veut juste que je dise oui, éventuellement. Fait que, tu sais, moi, c'est bien comme... trop, là. Il faut faire attention des fois avec les concepts qu'on se donne parce que c'est des bons concepts pour apprendre à reconnaître des choses. Mais tu sais, il faut se fier à nous aussi. Il faut se fier à... Parce que, tu sais, comme moi, quand j'ai rencontré mon chum, là, tu sais, au début, je pensais qu'il était en love bombing parce qu'il était tout le temps présent. Il était gentil. À chaque fois que je l'invitais, il disait oui. C'est comme, il est tellement bizarre. C'est sûr qu'il cache de quoi. C'est donc ben louche, quelqu'un de normal. Il est supposé se retirer après la troisième date. C'est ça. Oui, c'est ça. Finalement, ça fait 7 ans, puis il est encore de même. Des fois, je suis comme, tout ton love bombing, là, c'est jamais arrêté. Mais tu sais, comment qu'on fait pour le savoir? Ben, c'est juste au premier comportement violent qu'on le sait, puis c'est là qu'il faut apprendre à détecter. Mais il faut pas se méfier des gens qui sont gentils ou qui sont... Parce que, tu sais, sinon, puis ça, elle m'a bien fait la nuance là-dedans. Parce que là, je suis en train de travailler sur un autre podcast qui va parler un peu aussi de violence psychologique. C'est ça, j'amène ça dans un autre niveau dans un podcast, mais c'est ça, donc elle m'a fait amener cette nuance-là, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. De reconnaître au premier signe, de faire... Au premier signe, ouais. Là, j'ai pas pu m'exprimer, je me suis fait culpabiliser. La personne ne respecte pas mon rythme. Ouais. Puis là, c'est là que tu peux poser des questions. Je me sens pas respectée du fait que j'ai parlé. Si la personne a capote, là, red flag, run. Écoutez les red flags. Tu sais, moi, je veux juste ajouter parce que je l'avais noté puis surligné dans ton livre parce que, comme, autant j'ai des études là-dedans, là, tu sais, puis on a eu des cours sur la violence, tous les types de violence, justement. Cet exemple-là que tu donnais, je trouvais que c'était bon parce que là, je voyais que c'était comme plein de gens autour de moi, finalement, là. Fait que, tu sais, tu disais que, justement, le point de départ, tu sais, c'est tellement sournois, justement, la violence psychologique que parfois, c'est comme difficile tu disais que un bon indice, c'est une relation inégalitaire. Puis tu dis... Exactement. Lorsque seulement une des deux personnes décide des moments passés ensemble, c'est ça, on en a tous eu des gars qui sont juste disponibles quand eux sont disponibles. Lorsqu'une des deux personnes prend toutes les décisions économiques car elle a plus d'argent, c'est pas parce que t'as plus d'argent que nécessairement c'est à toi de prendre toutes les décisions.
lorsqu'une des deux personnes se fâche constamment, si on répond pas à ses attentes ou si on dit pas la bonne chose. Fait que là, on est un peu aussi dans le gaslighting, justement. Puis, si après tout ça, là, si la personne est contrariée, elle va avoir une forme de punition que tu disais émotive. Fait que, par exemple, partir, bouder, annuler une sortie, annuler un rendez-vous, annuler votre voyage, comme pour te punir, justement. Là, c'est pas nécessairement une rupture que juste comme punir dans vos prochaines activités, tu sais. Fait que c'est comme un signe de contrôle qui est là, qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qui pourrait comme allumer des lumières pour les red flags, là, je pense. Exactement. Mon Dieu, t'as tellement donné le bon extrait, là. C'était prévu. Hey, ça m'avait marqué, là. C'est des bons exemples concrets, là. C'est vraiment ça, dans le fond, avec ton exemple de Mr. Big puis la relation que Carrie a là avec. Mais c'est tout le temps du on and off. Quand elle pose des questions, quand elle met des limites, c'est comme si elle en demandait trop. Puis ça fait en sorte qu'elle s'habitue à recevoir rien. Puis je me souviens d'un passage que je pense qu'elle cherche dans ses tiroirs pour quelque chose. Là, tu sais, elle s'est occupée de Mr. Big qui a été malade, puis blablabla. Puis elle trouve une photo d'elle dans le fond d'un tiroir à quelque part dans ses affaires. Puis elle se dit, c'est ça, il m'aime dans le fond parce qu'il y a une photo de moi dans le fond de ses tiroirs. Fait que tu sais, je fais partie de sa vie. Puis c'est comme s'il fallait être reconnaissante de cette petite parcelle de sa vie qu'il décide de lui donner. On dirait que ça aussi, ça nous habitue à même pas s'attendre au bare minimum, je dirais. Ouais, c'est exactement, ça me donne des frissons ce que tu dis, puis ça me fait penser à une autre chose que Joanne elle m'a dite, qui est dans les affaires qu'il faut qu'on déconstruise, là, tu sais, des espèces de livres de ces femmes qui aiment trop. C'est comme si le problème, c'est nous, parce qu'on aime trop. Mais Joanne, elle me disait, le problème, c'est pas les personnes qui aiment. Le problème, c'est les personnes qui aiment mal, tu sais. Donc, de beaucoup aimer quelqu'un, pourquoi ça devrait être un problème? T'aimes beaucoup la personne. Tu sais, du moment où tu peux, chacun t'as l'espace pour mettre tes limites de façon saine, ça devrait être ça. Mais justement, le bare minimum, de vouloir passer du temps ensemble, que ça soit pas juste l'autre personne qui décide, tu sais, des choses normales, là. Bon, ben, en tout cas, ça me fait penser aussi à ça parce que tantôt, tu avais parlé de l'ancienne société, là, que, mettons, les femmes étaient carrément des enfants puis des possessions puis tout ça. J'ai eu un flash de Sex and the City de quand Big commence à cruiser Carrie ou commence à avoir du flirt entre eux puis il l'appelle tout le temps kiddo, genre enfant. Ouais. Puis elle est tout le temps, hey kid, hey kiddo, puis c'est fou parce que quand tu l'as expliqué, j'étais comme, hey, c'est vrai que dans cette relation-là, en plus, il y a plein de petites affaires qui font en sorte qu'on est comme, ben voyons, Carrie est donc bien niaiseuse ou elle est tout le temps un petit peu infantilisée ou tu sais, c'est tout le temps lui qui est comme justement en contrôle de la situation. Puis là, elle en demande trop. Mais il fait des affaires qui ont pas d'allure, là. Tu sais, elle est pas folle. Même dans les films, tu dis, hey, pourquoi elle retourne tout le temps? Puis c'est le cycle de la violence un peu, là, justement, ou des relations toxiques en général. C'est que tu y retournes parce que finalement, il m'a laissé au altar, là, tu sais, ils viennent pour se marier, puis ils se présentent pas. Ils se présentent pas. Puis après ça, à la fin, finissent par excusez pour le spoiler, mais à la fin, ils décident de se marier, mais selon ce que lui, il veut. Lui, il voulait que ça soit c'est là qu'elle renonce à elle-même. Puis elle a passé tout un film à se reconstruire. On a tout checké ça pendant tout un film. Puis il faut qu'on se retape que finalement, elle renonce à elle-même alors qu'elle, elle tripait sur son mariage, sur sa belle robe Vera Wine, puis tu sais, tout ça. Puis là, finalement, elle est contente parce qu'il a invité en surprise ses 3 meilleurs amis. Puis elle peut porter ses souliers bleus, écoute. Mon Dieu, Seigneur. Non, mais aussi, quand on regarde ça de l'extérieur, elle est abasourdie qu'elle retrouve sa photo dans le fond d'un tiroir, mais moi, je suis comme, yark, sa vieille petite photo dans le fond d'un tiroir, ça dit quoi, ça, de ce que lui pense d'elle, tu sais? J'ai pas beaucoup de temps pour toi, j'ai pas beaucoup de place pour toi, t'es genre enfoui dans un vieux tiroir, tu sais, genre, bref. Là, on parle de relations hétéronormatives, mais j'avais écrit mon livre quelques mois plus tard, l'année passée, il y a un film de Noël qui est sorti qui s'appelle Happiest Season avec Kristen Stewart. OK. Puis moi, j'étais là, comme un film avec 2 filles, tu sais, en amour, tout ça. C'est le même modèle. Puis j'étais tellement déçue. Il y a une des 2 filles qui est juste vraiment pas fine, qui veut cacher l'autre, qui la maltraite un peu pendant tout le film. Puis finalement, ça finit par un happy end, alors que la fille, elle rencontre une autre fille pendant le film, puis j'étais comme, j'espère que la fin, c'est qu'elle finit avec l'autre fille. Ouais. Mais finalement, non, tu sais, ils les font finir ensemble.
Puis je me disais, il y avait tellement moyen de faire quelque chose de différent, puis finalement, ils sont allés dans le même modèle toxique. Donc, tu sais, je me dis, ce modèle-là est tellement ancré que même parfois dans des relations qui sont pas hétéronormatives, tout ça, ben on répète ce modèle-là où une des deux personnes est dominante et décide et l'autre personne, c'est exact. comme... Ben, tantôt, quand on parlait des statistiques, là, de comme le nombre de personnes qui vivent des violences conjugales en relation amoureuse, tout ça, mais la communauté LGBT fait partie des personnes qui vivent beaucoup de violences conjugales dans les relations. Ils sont pas épargnés, là, parce qu'ils sont dans la communauté LGBT puis ils ont des relations qui sont pas hétérosexuelles. Fait que ça, c'est important à souligner. Mais moi, j'aimerais ça revenir à, tu sais, au début de cet épisode, on parlait de comment on fait finalement pour écouter des trucs, tu sais, avec des vieux scripts, comme si les gars de la prod, c'est deux incels qui se sont assis puis qui se sont dit, bon, on va bâcher sur des femmes aujourd'hui. Comment qu'on fait pour écouter moi, avec Ahmed de Young Mother en ce moment. Ah, Ahmed de Young Mother. Ben, moi, là, ma position, c'est que ça reste de la fiction, OK? Je veux dire, toute la société, là, on a à se déconstruire des affaires. Tu sais, je checkais des entrevues avec les gars de I Met Your Mother, puis ils disent, il y a des choses qu'on aurait peut-être écrit différemment aujourd'hui. Je sais pas à quel point, parce que chaque épisode, je pourrais leur noter plein d'affaires, mais moi, je trouve que l'important, là, c'est la distance. Ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que il y a pas nécessairement de consensus là, sur est-ce que ça nous influence pas. Écoute, pendant un mois, là, je faisais des recherches, là, je trouvais des études que ça influence, puis je trouvais des études que ça influence pas. C'était vraiment confus. Le consensus, finalement, c'est que être face à la violence, ça va pas te rendre violent si t'as pas des prédispositions. Par contre, ça pourrait te désensibiliser à la violence. Okay. Là où il y a un petit angle mort, que moi, c'est là où je me pose la question, c'est si on est désensibilisé à une forme de violence qu'on connaît pas dans la société, qui est, mettons, la violence psychologique. Est-ce que ça se peut qu'on y soit désensibilisé? Donc, moi, le but de mon livre, c'est de pointer ce qui est la violence psychologique, puis qu'on apprenne à la reconnaître. Tu sais, mettons que tu regardes un film, là, où est-ce que tout le monde se tire dessus avec des mitraillettes. Tu es capable de prendre une distance parce que tu sais que c'est de la violence, puis tu sais que tu feras pas ça ou que tu n'accepteras pas ça pour toi-même. Ben, je pense que si on apprend à nommer puis à reconnaître la violence psychologique, on est capable de prendre une distance pour dire « Hey, ça, là, moi, j'accepterais pas ça pour moi, puis je vais pas trouver ça romantique, je trouve ça... » Mais tu es capable d'aimer ça quand même. Tu sais, tu es capable d'aimer le film quand même. Tu sais, on est capable de faire ça maintenant pour certaines agressions sexuelles qu'avant n'étaient pas considérées comme des agressions sexuelles. On est capable de faire ça pour du racisme qu'avant on percevait pas comme du racisme. On est capable de faire ça avec tu sais, du sexisme, de la misogynie. Puis, tu vois, avant, mettons, dans I Met Your Mother, ma perception du personnage de Barney, qui est très misogyne, ma perception, c'était que le groupe acceptait pas sa misogynie. Mais finalement, je l'écoute, puis il est pas tant remis à sa place que ça, tu sais. Non, c'est ça. Fait que j'avais comme une perception, je pense que c'était moi qui acceptais pas sa misogynie, puis que j'avais l'impression que les autres l'acceptaient pas, mais c'était moi finalement. Mais tandis que là, je suis capable de prendre une distance, puis je suis capable de voir les épisodes où Barney, il est moins misogyne, plus misogyne, mais de le voir comme un personnage attachant, parce que le comédien est attachant. On dirait que je suis capable de prendre une distance qui fait que je suis capable de voir ça multifacette. Mais c'est sûr que quand on a aimé quelque chose, là, renier ça, c'est comme se renier soi-même, tu sais. Donc, je pense que on peut prendre une distance en disant, ben, je l'ai aimé, ça fait partie de moi, ça fait partie d'une autre époque aussi, puis cette époque-là, ben, soit moi ou le film, ben, on n'était pas rendu là dans notre réflexion, j'ai le droit de l'aimer pareil. Après ça, des fois, il y a des affaires qui sortent aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un s'assume. Tu sais, dans le sens que si tu me dis, oui, moi, c'est ça que j'ai écrit. Mais quand quelqu'un dit, ben oui, ben, je suis un homme de 50 ans, puis j'ai ces préoccupations-là, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que j'écris. OK, fair enough. Tu sais, ça marche pour moi. Mais si quelqu'un me dit, t'as pas compris le 2e degré, c'est moderne, non, c'est toi qui as pas compris. Donc, encore une fois, c'est du gaslighting, c'est toi le problème. Bon, là, moi, c'est là que ça m'énerve. Moi, si on essaye de me faire croire que quelque chose est féministe puis que je le regarde puis que je trouve pas ça féministe,
Si on essaye de me faire croire que quelque chose est moderne et progressiste puis que finalement ça l'est pas, c'est là que moi j'ai un problème. Puis quelqu'un qui essaye de faire des choses, qui essaye d'intégrer des choses, je salue que on essaye d'aller dans la bonne direction ensemble. Tu sais, comme en ce moment, Disney, je le vois que dans leurs films, ils font beaucoup d'efforts pour intégrer plein d'idées modernes, tout ça, pour essayer de changer, déconstruire leur propre code. Puis moi, je salue ça. Mais non, mais c'est parfait parce que ce que tu nommes, dans le fond, c'est vraiment d'être capable de reconnaître sa position de privilège. En tant que femme blanche, tu sais, je reconnais que peut-être que ce que je consomme plus dans les séries télé ou dans les films, c'est des trucs de personnes blanches. Fait que là, je vais faire un effort concret et conscient de regarder des trucs écrits par des personnes noires qui ont des histoires de personnes noires, tu sais, etc., etc. Puis même chose avec peut-être ce dont on s'attend pour l'histoire qui est racontée. Tu sais, on veut des femmes qui sont des protagonistes. Tu sais, on veut des femmes qui sont des protagonistes, mais qui sont pas juste là pour plaire un rôle d'homme ou, tu sais, etc. Qui retournent pas vers le dude toxique, là, tu sais, là. Ouais. Ben, j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus. Tu sais, moi, c'est ça que je souhaite avec mon livre. Des fois, il y a des scénaristes, des auteurs qui me disent « Ah, on a lu ton livre, puis ça nous a fait réfléchir à notre scénario. » Et moi, c'est juste ça, là, ça me fait plaisir. Des fois, là, quand tu as des désirs que les choses changent, ça va jamais assez vite. Mais je pense qu'il faut apprendre à voir les petits pas positifs, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire. Ouais. Comme, tu sais, là, le dernier James Bond, là, il faisait beaucoup leur promo sur le fait que Phoebe Wallace, en tout cas la fille de Fleabag, là, elle avait comme commenté le scénario. Puis là, moi, je l'ai écouté, puis c'était pas assez pour moi, là. J'étais comme, voyons, Phoebe, t'as pas vu ça? J'étais comme fâchée parce que je le trouvais violent. Puis, tu sais, comme, écoute, il y a tous les problèmes, James Bond. Tu sais, il n'y a pas assez de filles scénaristes qui vont commenter ce scénario-là pour rendre James Bond acceptable pour moi, tu sais. Mais, puis, avec mon chum, on a un pacte aussi, là, quand on écoute les films, là, comme à un moment donné, là, j'écoutais le Justice League reboot, là, avec lui, là, la version du réalisateur d'origine. Puis là, à toutes les 5 minutes, là, je faisais sur pause pour faire des runs féministes. Puis mon chum, il a dit, est-ce qu'on peut le faire, mettons, aux 45 minutes, vu que c'est un film de 4 heures, pas aux 5 minutes, juste pour me laisser un peu embarquer dans l'histoire. Puis là, tu sais, on fait des deals de même. C'est une bonne négociation, oui. Mettons que tu as une vision du monde qui est féministe, qui est X, peu importe, là, c'est quoi ta cause. Ben, des fois, le reflet qui t'est envoyé, tu as une certaine tolérance puis intolérance, puis ça bouge avec l'époque. Mais tu sais, je pense qu'on est capable de se dire, bon, c'est de la fiction. Tu sais, j'essaie de me concentrer sur les qualités, tu sais, les gags que je trouve drôles, les comédiens que je trouve bons. Je pense que ça fait partie de mon plaisir à moi, finalement, d'en discuter. Ouais, c'est ça, mais ça fait du bien de t'entendre dire ça parce que c'est comme un baume là, sur nos cœurs qui sont comme vraiment trop féministes ou, tu sais, trop véganes ou trop, il n'y a jamais de trop, là, mais je veux dire, puis que justement d'être tolérant envers les fictions, mais d'être tolérant envers nous-mêmes aussi. Ça se peut qu'il y a des jours où j'écoute du gros rap de Drake dans le tapis. C'est ça. Puis le lendemain, je dis que le rap, c'est donc, ou tu sais, tout le hip-hop au complet, ça peut être super misogyne, puis c'est problématique, puis tout ça, puis je peux t'écrire une dissertation de 10 pages. Et c'est correct de vivre avec ces deux incohérences-là dans mon être. Genre, pour moi, c'est même pas incohérent. Pour moi, c'est juste, regarde, tu te laisses l'espace pour que tout ça coexiste en toi. Tu sais, moi, là, je dis souvent aux gens, je suis végane, puis là, tu sais, mettons, je m'en vais dans un resto, puis il n'y a pas de choix végane, puis là, je vais aller, mettons, vers le choix végétal. Puis là, mes amis disent, est-ce que ça te trigger? Je suis dans une société non végane. Fait que là, à un moment donné, là, c'est soit que je mange quelque chose ou que je mange rien. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec moi à ce sujet-là, mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le vivre parce que sinon, c'était trop contraignant pour moi. C'est la même chose avec les fictions, c'est-à-dire je me laisse l'espace pour que tout ça coexiste en moi parce que sinon, tu sais, je vais être tout le temps fâchée puis moi, je ne suis pas bien dans la colère. Moi, je suis bien dans le plaisir pis tout ça, puis j'aime ça, pouvoir voir ça, en discuter. J'étais avec un partenaire qui me permet l'espace pour en discuter, ou des amis, des fois.
Oui. Avec mon amie Kim Lizotte, là, on écoute quelque chose, là, des fois, écoute ça! Puis là, après ça, on se texte ça, puis ça nous fait du bien! Tu sais, puis on est autrices les deux, fait que ça nous permet, tu sais, on se dit, voyons, on est-tu bitch? Non, puis on est comme, mais non, parce qu'on est des autrices, on est en train de brainstormer sur nos valeurs qu'on veut laisser transparaître dans nos scénarios, fait qu'on se rassure en se disant ça. C'est juste pour dire que, moi, je pense que juste le fait de le voir, de pouvoir prendre une distance, on est capable d'aimer de choisir ses batailles aussi, tu sais. Puis je pense que c'est beaucoup, moi en tout cas, c'est des questionnements que j'ai beaucoup dans mon féminisme, là, de comme, qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que c'est tout le temps une bataille qu'il va falloir que je tienne mon point? Puis est où mon énergie aussi là-dedans, tu sais? Puis je pense que t'en parles bien dans le livre, être capable de prendre une distance, d'apprécier les choses, d'être critique, mais que tout ça peut coexister. T'es pas obligé d'être cohérente dans toutes les sphères de ta vie. Crime, t'as le droit, là, d'aimer, justement, Grey's Anatomy, mais de réaliser que c'est beaucoup de harcèlement sexuel au travail, là, tu sais. Mon Dieu, on liste les problèmes de Grey's Anatomy. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est parce que je suis vraiment là-dedans, là, en ce moment. Mais tu sais, ça peut être pour plein de choses. Sex and the City aussi, là, je me suis dit, my God, hey, ça a 30 ans, cette série-là, mais il y a des choses que je me reconnais, puis des problématiques que je commence. Moi aussi, je vivais ça, mais je suis capable de me dire, hey, il y a tellement d'épisodes que j'aurais réécrits parce que ça passerait plus maintenant, puis tant mieux que ça passe pas, tu sais, on évolue, puis ça nous laisse. Ça fait 30 ans, c'est sûr, là, que, tu sais, à l'époque, c'était très révolutionnaire. Moi, ce qui me ferait de la peine, là, c'est quelqu'un, mettons, qui dit, mettons, qui est féministe ou autre, puis que là, je verrais quelque chose qui va complètement à l'encontre. Parce qu'on a toutes pas le même féminisme. Il y a toutes des choses qui sont différentes, puis moi, tu sais, j'accepte les plusieurs facettes du mouvement. Mais quand quelque chose va complètement à l'encontre, puis que j'ai l'impression de me faire gaslighter, mettons, encore, ben ça, c'est ça qui me dérange comme incohérent. Donc, tu sais, oui aux incohérences, mais ça dépend. Oui, hein, ça t'intégrer, là. Tu ne vas pas me faire passer une petite vite quand je vois clairement qu'il y a du nagging puis de la violence psychologique dans une relation amoureuse devant moi à l'écran, là. Je vais être capable d'accepter parce qu'on n'est toutes pas rendues à la même place dans notre éducation, mais si c'est quelque chose de vraiment, vraiment sexiste, là, c'est là que j'ai de la misère. T'sais. Mais la violence psychologique, je me dis, écoute, Joanne Turgeon, là, qui est psychologue spécialisée là-dedans, là, elle dit que ça fait 30 ans qu'elle travaille là-dedans, puis que, tu sais, l'éducation, là, ça commence un petit peu, là. Ça prend de la patience. On est tellement pas éduqués comme société là-dessus. Tu sais, moi, là, si je regarde ma vie, ça se peut que moi, j'ai été déjà violente psychologiquement avec des gens parce que je connaissais pas ça. On est capable de prendre conscience de nos propres comportements puis de se dire, OK, là, j'ai peut-être été victime, mais là, ça se peut que moi aussi, je l'ai fait puis de prendre conscience de ça parce qu'on s'éduque tout le monde en même temps. Puis je pense que c'est ça l'important. L'important de mon livre, c'est, moi, mon but avec ça, c'était d'apprendre à reconnaître ces choses-là chez les autres ou peut-être même en nous-mêmes pour avancer vers un monde meilleur. Et moi, j'ai eu des fois des discussions avec des ex-chums que je me disais, tu sais, dans ce que j'ai appris, tu sais, je pense que, tu sais, on avait une relation où ça t'est arrivé d'être violent psychologiquement avec moi. Puis là, j'expliquais à l'autre personne, puis là, l'autre personne dit OK. Ça m'a donné des belles discussions, honnêtement. Tu sais, comme je vous dis, moi, j'ai la colère, j'ai de la misère avec ça. Je me dis, quand je peux avoir, c'est pas avec tout le monde que tu peux avoir des discussions, mais si j'ai pu pointer des bonnes lectures à certains ex-chums, puis que ça peut améliorer des choses, tant mieux. Ça se peut que ça fasse non. C'est pas tout le monde non plus qui ont l'ouverture d'avoir ce dialogue-là. Mais je pense que c'est important de garder en tête que des fois, les personnes qui sont des bourreaux, ils s'éduquent aussi en même temps que nous. Ouais. Ben, en tout cas, moi, perso, là, j'ai trouvé quand même que ton livre fait un vraiment bon premier pas pour justement entamer ces discussions-là, semer des petites graines, comme on dit tout le temps, tu sais, de commencer à réfléchir, voir des choses à l'écran, dans les séries de fiction qu'on voit à la télé, les films, etc. Tu sais, si on peut commencer, je pense que tu as vraiment été capable de mettre des mots puis de juste placer tout doucement des petits concepts, des petites choses à surveiller pour commencer ces réflexions-là ou, tu sais, les poursuivre pour les personnes qui nous écoutent qui n'auraient pas lu le livre. Allez-y. Faites-le. Oui, parce que là, on en a parlé, mais tout est vraiment clair et bien expliqué et très simple et vulgarisé dans le livre, là.
Ben moi, je te remercie de la part des sex-maîtresses aujourd'hui d'être jaser de ton livre puis de toutes sortes de concepts. Ça nous a fait vraiment plaisir. Honnêtement, pour nous, on avait de la difficulté à choisir comment on allait discuter de la violence si on voulait entamer ce sujet-là. Puis ce livre-là a été une bonne opportunité pour nous de justement faire ça. Fait que merci de nous l'avoir envoyé. Merci d'être venu. Merci. Bye, bon après-midi. Merci. Bye. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex-Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex-Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!